L'horloge du salon marquait 11h55 du matin lorsque Rosa Delgado, avec son tablier bleu repassé et les cheveux soigneusement attachés, sentit son cœur battre si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus la musique. Dans 5 minutes commencerait la cérémonie de l'année, le mariage qui unirait les deux familles les plus puissantes du pays, les Santander et les Montenegro. Dehors, les jardins de la demeure brillaient d'un luxe insultant, fleurs importées, fontaines allumées et caméras de télévision diffusant chaque détail. Mais à l'intérieur, dans l'aile de service, l'air était épais comme un orage. Rosa travaillait depuis 15 ans pour la famille et connaissait chaque recoin de cette maison, chaque fissure dans le marbre, chaque ombre dans les couloirs. Cependant, elle n'avait jamais ressenti autant de peur que ce matin-là. Parce qu'elle savait quelque chose que personne ne devait savoir. 5 secondes avant que le prêtre ne prononce les mots « Quelqu'un s'y oppose-t-il ?», Rosa avait décidé qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle avait passé toute la nuit agenouillée près de son lit, avec une Bible ouverte au psaume 27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Elle avait pleuré jusqu'à en perdre la voix, demandant un signe. Et le signe était arrivé à l'aube, quand elle avait vu entrer dans la maison Roberto Santander avec une mallette noire. Elle l'avait suivi discrètement dans le couloir et l'avait entendu parler à voix basse au téléphone. Si Rosa ouvre la bouche, elle ne sortira pas vivante du week-end. Cette phrase avait suffi pour transformer sa peur en feu. Le salon principal ressemblait à une cathédrale dorée. 100 bougies illuminaient l'autel couvert de roses blanches. Isabella Montenegro avançait avec sa robe de dentelle française, une vision de pureté qui arrachait des soupirs. Patricio Santander l'attendait avec ce sourire de prince qui avait conquis les gros titres et les contrats millionnaires. Personne n'imaginait que derrière ce sourire se cachait un secret capable de détruire des empires. Rosa, depuis l'entrée latérale, observait les mains jointes, répétant en silence « Dieu, donne-moi la force ». À ses côtés, Carmen, sa collègue de travail, murmura émue « Regarde comme la mariée est belle. Elle ressemble à un ange. » Mais Rosa ne répondit pas. La Bible qu'elle portait cachée dans la poche de son tablier pesait plus qu'une pierre. Ce n'était pas un accessoire. À l'intérieur, il y avait une lettre. La dernière lettre que Miguel Herrera, l'inspecteur disparu 5 ans plus tôt, lui avait laissée avant de mourir. Une lettre qu'elle avait cachée pour protéger sa fille, mais qui maintenant brûlait comme du feu dans ses mains. Quand le prêtre leva les mains et dit « Cher frère, nous sommes ici réunis pour célébrer l'union de Patricio Alejandro Santander et Isabella Maria Montenegro », Rosa sentit une sueur froide couler le long de son dos. Patricio serra les mains d'Isabella, mais son regard se détourna à peine une seconde vers l'aile latérale. Il la vit. Il la reconnut. Et à cet instant, un tremblement imperceptible traversa son visage. Rosa comprit qu'il savait qu'elle savait. « Si quelqu'un connaît un empêchement, » continua le père Cordoba. Le temps s'arrêta. Les photographes levèrent leurs appareils. Les invités retinrent leur souffle. Et alors, une voix tremblante mais ferme traversa l'air. « Moi, j'en connais un. » L'écho des mots rebondit sur les murs de marbre comme un tonnerre. 100 têtes se tournèrent vers la femme en uniforme bleu. Carmen poussa un cri étouffé. « Rosa, pour l'amour de Dieu !» Mais Rosa avait déjà fait le premier pas. Le prêtre baissa le livre, surpris. Roberto Santander se leva furieux. « Que signifie ceci ?» Patricio pâlit. Isabella, confuse, regarda autour d'elle. Rosa brandit la Bible en l'air comme un bouclier. Cette union ne peut être célébrée ni devant Dieu, ni devant les hommes. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une balle de vérité. Parce que le marié qui promet aujourd'hui un amour éternel a les mains tachées de sang. Un murmure parcourut le salon. Les reporters commencèrent à mitrailler avec leurs flashs. Patricio fit un pas en avant. « Assez, Rosa, tu es malade. Emmenez-la. »« Pas avant que j'ai dit ce que j'ai à dire, » cria-t-elle. Les gardes hésitèrent. Isabella, d'une voix douce, dit « Laissez-la parler. » Cette seule phrase arrêta tout. Rosa sentit que Dieu lui ouvrait un chemin au milieu du chaos. « Il y a 5 ans, commença-t-elle, Miguel Herrera, inspecteur du ministère de la Santé, a découvert que les laboratoires Santander falsifiaient des médicaments contre le cancer. Ils l'ont tué pour le faire taire. » Un murmure grandit dans le public. « C'est un mensonge, » tonna Roberto. Mais Rosa sortit de la Bible une feuille jaunâtre, le sceau du ministère encore visible.
Miguel m'a donné cette lettre la nuit avant de mourir. Il m'a demandé de la garder jusqu'au jour où ma conscience ne supporterait plus le silence. Ce jour est aujourd'hui. » Le prêtre semblait pétrifié. Isabella recula d'un pas. « Dites-vous que… » »« Oui, » l'interrompit Rosa. « Patricio était là cette nuit-là. Je l'ai vu. J'ai nettoyé le sang sur le sol de son bureau, et je sais que ce n'était pas un accident. » Patricio éleva la voix, désespéré. « C'est de la folie. Il n'y a pas de preuves. » Rosa respira profondément et regarda les journalistes. « Les preuves sont dans les laboratoires, dans les comptes, dans les vies qui ont été perdues. Et bientôt, tout sortira au jour. » Carmen pleurait en silence. Les invités filmaient avec leur téléphone. Isabella semblait une statue. « Pourquoi maintenant, Rosa ?» demanda le prêtre d'une voix basse. « Parce que je suis chrétienne, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Et ma foi ne me permet pas d'être complice du mal. Je préfère perdre mon travail, ma sécurité, même ma vie, plutôt que de voir une autre femme bonne épouser un assassin. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le bruit des fontaines s'arrêta. Soudain, un bruit métallique. Le micro tomba des mains du père Cordoba. Patricio essaya de s'approcher de Rosa, mais Isabella s'interposa. « Ne t'approche pas. » Sa voix, auparavant douce, sonnait comme de l'acier. « Je veux l'écouter. »« Isabella, mon amour, ne l'écoute pas. Elle est confuse. »« Confuse ?» Rosa ouvrit la lettre. « Cela te confond-il » Elle lut à voix haute. « Si quelque chose m'arrive, c'est Patricio Santander. Je le sais parce que c'est lui qui m'a convoqué dans son bureau sous prétexte de parler de justice. Mais dans cette maison, la justice n'existe pas. » Un cri étouffé s'échappa des lèvres d'Isabella. Roberto s'avança. « Cette femme ment. Appelez la police. »« Excellente idée, » répliqua Isabella avec calme. « Appelez-la. Qu'elle enquête sur tout. » Le murmure se transforma en cri. Les journalistes coururent vers la sortie. Dehors, les sirènes commencèrent à se faire entendre. Rosa baissa lentement la Bible. « J'ai dit ce que j'avais à dire, que Dieu s'occupe du reste. » Patricio la regarda avec haine. « Cela va te coûter cher. » Rosa ne répondit pas. Elle se tourna vers Isabella. « Je suis désolée, mademoiselle. Je ne voulais pas ruiner votre mariage, je voulais sauver votre vie. » Isabella hocha la tête avec des larmes. « Je le sais, et je vous en serai reconnaissante pour le reste de ma vie. » Les policiers entrèrent quelques minutes plus tard. Rosa remit la lettre et son témoignage. Le scandale était déjà imparable. Les informations diffusaient en direct. En quelques heures, tout le pays saurait la vérité. Quand on emmena Patricio menotté, Rosa ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle n'avait rien gagné de matériel, mais elle avait retrouvé son âme. Cette nuit-là, seule dans sa chambre modeste, elle ouvrit à nouveau la Bible. La page du psaume 27 était froissée par les larmes. « Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Elle ferma les yeux et murmura « Merci Dieu de m'avoir donné le courage. » L'aube suivante trouva la demeure Santander transformée en ruine morale. Les fleurs fanées, les coupes vides et les gros titres des journaux se mélangeaient en une image de décadence. « Le mariage du siècle se transforme en scandale national », criaient les unes. Au centre de tout, le nom de Rosa Delgado apparaissait encore et encore. Certains l'appelaient héroïne, d'autres traîtresse. Mais elle ne cherchait pas la gloire, seulement la paix. Ce matin-là, dans la petite église du quartier où elle avait toujours prié en silence, Rosa s'agenouilla devant l'autel. « Mon Dieu, je l'ai fait parce que je ne pouvais plus me taire », murmura-t-elle. La lumière des bougies dessinait des ombres tranquilles sur le sol de pierre. Quand elle se leva, elle trouva le père Miguel Cordoba qui l'attendait à la porte. « Ma fille, » dit-il doucement, « hier, tu as été la voix de ta foi. Ne te repens pas. » Elle hocha la tête, mais ses yeux montrèrent de la fatigue. « J'ai peur, mon père. Les Santander ne me pardonneront pas. »« La peur ne disparaît pas, Rosa, » répondit-il, « mais le courage, c'est avancer malgré elle. » Ce même après-midi, Isabella Montenegro apparut à la porte de la maison modeste où vivait Rosa. Elle ne portait ni soie ni bijoux, seulement un chemisier blanc simple. Elle tenait à la main un dossier. « Rosa, » dit-elle d'une voix brisée, « je veux que vous veniez avec moi. Je ne peux pas affronter cela seule. » Dans le dossier se trouvaient les premières preuves récupérées par la police.
documents comptables, courriels, transferts illégaux. Rosa les regarda avec incrédulité. Tout cela était caché dans l'entreprise. Oui, et il y en a plus. Mon père m'a dit de tout détruire, mais je ne peux pas le faire. Je veux connaître la vérité complète. Au cours des jours suivants, les deux femmes travaillèrent ensemble à examiner chaque fichier. Elles découvrirent que les médicaments falsifiés étaient distribués non seulement dans le pays, mais aussi sur 3 autres continents. Patricio, depuis la prison, avait commencé à collaborer avec les autorités, révélant des noms et des lieux. Sa déclaration coïncidait avec les mots que Rosa avait lus dans la lettre de Miguel Herrera. Un jeune procureur nommé Esteban Lira prit en charge l'affaire. « Madame Delgado, lui dit-il lors d'une réunion, votre témoignage est crucial. Vous serez le témoin principal du procès. » Rosa serra nerveusement les mains. « Je ne suis pas une femme instruite, monsieur. Je ne faisais que nettoyer. »« Et c'est précisément pour cela qu'on vous croira, » répondit le procureur. « Parce que vous n'aviez rien à gagner. » Le jour du procès arriva 1 mois plus tard. La salle était pleine de caméras. Patricio Santander, en tenue de prisonnier, semblait une ombre de ce qu'il avait été. Son père, Roberto, n'était pas apparu. Il avait fui le pays. Rosa occupa le siège des témoins. Le juge lui demanda de tout raconter depuis le début. « Il y a 5 ans, commença-t-elle, j'ai entendu une dispute dans le bureau de M. Patricio. Il y avait un homme avec lui. Il l'appelait Miguel. Il criait. Puis j'ai entendu un coup fort. Quand je suis entré, j'ai vu du sang. » Le procureur lui demanda des détails. Rosa relata chaque seconde d'une voix tremblante, mais ferme. Dans la salle, on aurait pu entendre tomber une épingle. « Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ?» demanda l'avocat de la défense d'un ton sarcastique. « Parce que j'avais peur, parce que je suis pauvre, parce qu'on m'a menacé de tuer ma fille. Mais le silence tue aussi. » Cette phrase devint un titre le lendemain. « Le silence tue aussi », écrivit un journaliste. Le procès dura des semaines. Les témoins, les documents, les courriels, tout confirmait le réseau de corruption. Isabella témoigna avec des larmes. « J'allais épouser un homme qui représentait tout ce que je méprise. Mais si Rosa n'avait pas parlé, aujourd'hui je serais complice. » Enfin, le juge prononça le verdict. Patricio Santander, coupable d'homicide involontaire et de fraude corporative aggravée, condamné à 25 ans de prison. Dans la salle, Rosa ne célébra pas. Elle ferma seulement les yeux et murmura une prière pour les âmes de ceux qui étaient morts. Cependant, quelque chose changea à cet instant. Isabella se tourna vers elle et dit « Cela ne s'arrête pas ici. Miguel Herrera mérite une justice complète et des millions de personnes méritent de vrais médicaments. Nous allons poursuivre son combat. » Rosa hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de l'espoir. Les mois passèrent. Les laboratoires Santander furent saisis. Les familles des victimes reçurent des compensations. Et Rosa, de manière inattendue, devint un symbole national d'intégrité. Des émissions de télévision l'invitaient. Des magazines publiaient son histoire sous des titres comme « La femme qui a arrêté un mariage et changé le pays ». Mais elle continuait à vivre dans la même maison, à cuisiner les mêmes ragoûts, à lire la même Bible. Un après-midi, elle reçut une lettre avec un timbre étranger. Elle était d'une femme nommée Elena Herrera, veuve de Miguel. « Merci d'avoir prononcé son nom », disait la lettre. « Pendant des années, j'ai pensé que personne ne se souvenait de mon mari. Mais maintenant, le monde sait pourquoi il est mort. » Rosa pleura en lisant. Elle décida de voyager pour la rencontrer. La rencontre eut lieu à Bogota. Elena était médecin et avait le même éclat dans les yeux que Miguel sur les photos. « Il parlait de toi », lui dit-elle. « Il disait que tu étais la seule personne de cette maison qui avait encore une âme. » Elles s'enlacèrent longuement, 2 femmes unies par la tragédie et la foi. De retour dans son pays, Rosa commença à recevoir des lettres d'employés domestiques de tout le continent. « Vous m'avez inspiré à dénoncer mon patron abusif. Merci d'avoir montré qu'une femme simple peut changer le monde. » Chaque lettre était un témoignage d'espoir. 1 an plus tard, Isabella Montenegro inaugura la fondation Rosa Delgado, dédiée à la défense des travailleurs domestiques et à la transparence médicale. Rosa fut invitée à prononcer le discours d'ouverture. Elle monta sur scène avec une robe simple et le même tablier bleu plié sur le bras. « Je ne viens pas en héroïne, dit-elle devant des centaines de personnes. Je viens en femme qui a eu peur et qui a quand même parlé. Si une employée domestique peut arrêter un mariage,
alors n'importe qui peut arrêter une injustice. Le public se leva. Les caméras captèrent des larmes sur de nombreux visages. Au premier rang, Elena et sa fille applaudissaient. Les années passèrent. Patricio écrivit depuis la prison pour demander pardon. « J'ai pensé à chaque mot que tu as crié ce jour-là, Rosa. Tu avais raison. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais j'essaierai d'utiliser mon temps ici pour enseigner aux autres prisonniers que la vérité finit toujours par éclater. » Elle lui répondit par une phrase « Le pardon n'efface pas la culpabilité, mais il laisse de la place au changement. » 8 ans après le scandale, un parc occupait l'emplacement où se dressait autrefois la demeure Santander. Au centre se trouvait une statue de Miguel Herrera tenant un livre et une croix. Sur la plaque, une inscription disait « À ceux qui ont parlé quand le silence était plus sûr ». Chaque 17 mai, Rosa apportait des fleurs et s'asseyait sur le banc, face à la statue. Les enfants couraient, les familles riaient, et elle regardait le ciel en se souvenant de ce matin où tout avait changé. « Ce n'était que 5 secondes, murmurait-elle, mais Dieu a utilisé ces 5 secondes pour transformer le monde. » À 60 ans, Rosa reçut une invitation de l'Université nationale. Il voulait lui décerner un doctorat honoris causa en éthique sociale. Elle hésita, mais Isabella insista. « Ce n'est pas pour les titres, Rosa. C'est pour ce que vous symbolisez, le pouvoir d'une conscience éveillée. » Lors de la cérémonie, devant des centaines d'étudiants, Rosa prononça ses dernières paroles publiques. Il ne faut ni argent ni études pour reconnaître le bien du mal, seulement de la foi et 5 secondes de courage absolu. L'auditorium explosa en applaudissements. Cette nuit-là, de retour chez elle, elle ouvrit sa Bible. À l'intérieur, elle gardait encore la lettre originale de Miguel, déjà jaunâtre avec le temps. « La vérité trouve toujours sa voix », disait la dernière ligne. Rosa sourit. « Et j'ai été cette voix, même si elle tremblait. » Le lendemain matin, elle sortit se promener dans le parc. Un groupe de jeunes la reconnut et lui demanda une photo. « Madame Rosa, » dit une fille avec des larmes, « grâce à vous, j'ai étudié la médecine. Je veux faire partie du changement. » Rosa l'enlaça. « Alors tu l'es déjà, ma fille. Chaque personne qui choisit la vérité poursuit l'œuvre de Miguel. » Le soleil brillait sur les feuilles, l'air sentait l'espoir. Pendant un instant, Rosa pensa à tout ce qu'elle avait perdu. Des années de peur, des emplois, des amis. Mais aussi à tout ce qu'elle avait gagné, la dignité, la justice, la paix. Tandis que le vent agitait son tablier, elle ferma les yeux et se rappela la voix du prêtre ce jour fatidique. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Et son propre cri, tremblant mais éternel, « Moi, j'en connais un ». Parfois, l'histoire d'un pays change non par les décisions des puissants, mais par le courage des invisibles. Rosa Delgado avait été invisible pendant 15 ans, jusqu'à ce que 5 secondes de foi rendent visible la vérité. Et quelque part dans le ciel, pensa-t-elle, Miguel Herrera souriait.